Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée au Conseil supérieur de la magistrature qui ne s'est pas tenu depuis 3 ans, nous rappelle les mutations. Le journal note que l'instance chargée de l'intégration, la mutation, la promotion et la sanction des magistrats est aux abonnés absents. Le dernier Conseil supérieur de la magistrature, se souvient le journal de Georges-Alain Boyomo, s'est tenu en août 2020. Dans un article publié sur son site internet le 7 septembre 2023, Africa Intelligence indiquait que le Conseil supérieur de la magistrature est paralysé par les tensions au sommet de l'État, notamment le conflit larvé entre le secrétaire général de la présidence de la République et le ministre de la Justice. Combien de temps faut-il encore pour que cette paralysie s'achève ? Comment peut-on laisser les mésententes entre deux ministres paralyser le fonctionnement d'une structure aussi importante que le Conseil supérieur de la magistrature, clé de voûte du pouvoir judiciaire? N'est-ce pas tout cela qui complique les suites judiciaires à donner aux multiples scandales qui secouent la République, notamment pour ce qui concerne les dossiers Covid-Gate ou CanGate? À ce sujet, justement, le professeur Cyril Tolo vient de répondre à Jean-Michel Nitier après sa tribune du 19 octobre 2023 dans les colonnes du journal Le Messager. Le député Vaury-Est dénonçait les médailles de la honte, ce sont ses propres termes, les médailles attribuées donc aux membres de la task force Covid et Cannes 2021. Jean-Michel Nitier rappelait les surfacturations, les conflits d'intérêts, les détournements massifs d'argent observés dans la gestion des fonds Covid et la construction des infrastructures de la Cannes, s'appuyant pour le cas du Covid sur les rapports de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le député s'étonnait de ce que le secrétaire général de la présidence de la République, en remettant les médailles aux membres de la task force, leur déclarait que la justice les avait blanchis, alors que, note le député Nietzsche, il n'y a jamais eu de procès public. Dans le droit des réponses publié cette semaine, le professeur Cyril Tolo déclare que le député Nietzsche fait preuve de mauvaise foi et d'une méconnaissance des procédures de gestion des finances publiques. Jean-Michel Nietzsche, dit le professeur Tolo, oublie volontairement, par exemple, de noter que la Chambre des comptes a révélé ou a souligné des points positifs de la riposte comme une meilleure maîtrise des prix par la task force qui a permis à l'État d'engranger des économies. Que vaut cette sortie du professeur Éloi Cyril Tolobatoum? Permet-elle de remettre les pendules à l'heure ou vise-t-elle plutôt à créer la confusion dans l'esprit des Camerounais sur les détournements de fonds présumés dans la gestion des fonds Covid ou encore dans la construction des infrastructures de la Cannes? La tribune de Jean-Michel Nitier qui dénonce les médailles de la honte, ce sont ces termes, les médailles du vol et des détournements publics, des médailles de la perversité, de la médiocrité, reste-t-elle pertinente, perspicace? Et puisqu'on parle de pertinence et de perspicacité, peut-on affirmer que la mesure prise par le ministre des Travaux publics de lancer des travaux en régie sur la route PK14 Bonipoupa est pertinente, perspicace, appropriée? Après les multiples reportages faits dans les journaux d'Equinox sur le piteux état de la route PK14 Bonipoupa, l'indignation observée après le décès d'une enseignante sur cette route, ou encore l'émission Droit des réponses de dimanche dernier qui interpellait le ministre des Travaux publics, eh bien, ce dernier a réagi. Il a instruit les travaux sur cet axe de 32 km sur les zones dégradées. Si c'est tout à son honneur d'avoir réagi, de s'être réveillé, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres ministres du gouvernement, eh bien, reste maintenant la question de la pertinence de cette mesure. Fallait-il des travaux en régie sur cet axe aujourd'hui? Que devient le reste de la route dès qu'on a terminé avec le tronçon de 7 km identifié comme la plus dégradée? Que devient l'entreprise Incobat en charge du bitumage de la route PK14 Bonipoupa? Faut-il craindre le spectre du complexe sportif d'Olembe? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit des réponses de ce dimanche 29 octobre 2023.
sur le plateau de droit des réponses sur Equinox Télévision. Avec nos invités, vous aurez remarqué, messieurs, que nous avons ouvert cette émission avec cette image forte de Francis Ngannou après le combat qu'il a mené hier contre Tyson Fury. Edmond Kamgia, nous avons pris la responsabilité, nous à Equinox, au regard des enjeux, n'est-ce pas, de diffuser ce combat d'hier qui a permis de remettre en selle, de remettre sur la sellette, n'est-ce pas, les valeurs, le talent de compatriote Francis Ngannou. Oui, Duval Fangoua, je voudrais dire ici et maintenant combien nous sommes fiers au groupe La Nouvelle Expression, à Radio Equinox et Télévision, d'avoir fait ce que nous avons fait hier samedi soir, c'est-à-dire non seulement annoncer, comme tout le monde le savait, de ce fameux match qui a fait vibrer les Camerounais, les Africains, le monde entier, mais surtout une émission qui a préparé avant le match, pendant le match et après le match, montré au monde entier notre capacité à rendre compte, notre capacité à retransmettre un match qui était tant attendu, un match épique, un match légendaire d'un grand champion de boxe du Cameroun, d'un grand champion de boxe africain, d'un grand champion de boxe mondial, Francis Ngannou. Je voudrais également dire, à propos de Francis Ngannou, dont on a vu le talent hier se déployer face à un adversaire dont tous les bookmakers donnaient perdant face à Tyson Fury. On a vu un Francis Ngannou étalé au sol pendant l'un des 10 rounds son adversaire, au 3e round plus précisément, et à ce moment précis, en Afrique, au Cameroun et à travers le monde entier, j'imagine le sentiment de joie qui a gagné les spectateurs, qui a gagné les téléspectateurs, qui a gagné les internautes et tous ceux qui suivaient, n'est-ce pas, ce match-là. Mais grande a été notre surprise à la fin du match, lorsque le résultat a été annoncé. Et ça se voyait même sur le visage de Tyson Fury, qui visiblement savait qu'il a perdu le match. Mais le jury décide que, heureusement, ce n'est pas à l'unanimité. Il y a 2 membres du jury qui estiment que Tyson Fury a remporté la victoire. Mais il y a l'un des membres du jury a estimé, a déclaré que c'est bien Ngannou Francis qui a remporté cette victoire. Mais malheureusement, puisque la majorité l'a emporté sur la minorité dissidente, c'est officiellement Tyson Fury qui a remporté. Cela n'enlève rien à Francis Ngannou, qui n'a pas démérité et qui a prouvé aux yeux du monde qu'il était à la hauteur de la tâche. Alors, professeur Emmanuel Diatio, bon, ce sont les membres du jury qui ont décidé que Tyson Fury a gagné. Et nous, au Cameroun, on sait que Francis Ngannou est le vainqueur, n'est-ce pas, de ce match, de cette rencontre. Effectivement. Francis Ngannou nous a célébré hier. Il nous a célébré parce que jamais de mémoire d'homme, je n'ai vu le drapeau camerounais flotter aussi longtemps sur une scène mondiale, même à la Coupe du Monde. Il ne semble pas que le drapeau camerounais a flotté aussi longtemps. Ceci pour dire que notre diaspora, et Francis Ngannou fait partie de cette diaspora, notre diaspora qui est souvent vilipendée par certains de nos compatriotes ici, est une diaspora bourrée de talent, qui nous rend très fiers. Et à travers Francis Ngannou, je voudrais évoquer d'autres qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas, mais qui, dans leur espace, font énormément parler du Cameroun. Je parle de ces jeunes-là qui n'ont pas la chance, n'est-ce pas, d'être au firmament mondial comme Francis Ngannou, qui sont des sportifs, qui sont des entrepreneurs, qui sont des chercheurs camerounais à l'étranger et qui, chaque fois que l'opportunité leur est offerte, parlent du Cameroun.
il me semble qu'il serait intéressant, non pas qu'on s'arrête tout simplement au cas Ganou. Il faudrait que nos dirigeants essaient de s'intéresser à d'autres sportifs qui sont dans l'ombre, mais qui portent très haut les couleurs du Cameroun. Je pense à ces jeunes qui sont en équipe de France. J'en connais quelques-uns particulièrement. Je connais Diandra Tchatchouan, qui joue en équipe de France. Je connais Andy Mignem, qui joue en équipe de France. Ces filles, pour certaines, ont été des camarades de mes filles. Et ce sont des filles qui, même pour le regroupement de l'équipe de France, très souvent portent le drapeau du Cameroun. C'est dit que ce sont des gens qui ont le Cameroun dans l'âme. Et parfois, ce sont des gens qui se demandent si le Cameroun les a aussi dans l'âme, comme eux, ils ont le Cameroun dans l'âme. Voilà ce que je pouvais dire merci, concernant professeur Emmanuel. cette prestation de Francis Nganou. J'imagine, Dieudonné Samuel Motte, que comme d'autres Camerounais, il y a eu cette vibration, cette sensation d'être fier, d'être Camerounais, notamment au moment où on suivait l'exécution de l'hymne national du Cameroun, et surtout ces drapeaux verts, rouges et jaunes qui flottaient, n'est-ce pas, autour de cette arène. Oui, beaucoup de fierté, mais par la suite, un peu de regret tout de même. Beaucoup de fierté de voir qu'un garçon parti du Cameroun il y a quelques années pouvait porter les couleurs de son pays aussi haut. Fierté également parce que, voyez-vous, il y a un de mes prédécesseurs qui a parlé tout à l'heure de la diaspora. Nganou, en réalité, Francis Nganou est inclassable. Il est à la fois diaspora et également considéré comme étant quelqu'un de tiroir. Nganou, c'est avant tout un Africain, mais également c'est un garçon du monde. Nganou, c'est quelqu'un qui a la nationalité camerounaise chevillée au corps. Et ce drapeau, comme il le dit tout à l'heure, il a flotté aussi longtemps. En réalité, il a flotté aussi longtemps parce que ce garçon-là, malgré le talent qu'il a eu, n'a jamais changé. Songé un jour à changer de nationalité. Il a voulu avoir cette revendication-là, camerounaise chevillée au corps. Ce n'est pas pour condamner l'ensemble des gens qui, pour des raisons professionnelles également, peuvent être amenés à prendre le large. Je considère que les enfants du Cameroun sont toujours les enfants du Cameroun, quel que soit là où ils se trouvent et quelles que soient les conditions dans lesquelles ils exercent. Et donc là, il nous a rendu beaucoup de fierté, mais en même temps un peu de regret vers la fin parce qu'on voit très bien que on a comme l'impression qu'il y a un plafond de verre qui n'a pas pu briser. Et ce plafond de verre-là, effectivement, je pensais pour ma part qu'il était, j'avais la pleine conscience de ce que pour pouvoir le briser, effectivement, il fallait être nettement plus fort que cela. Parce que, de mon point de vue, pour qu'un Nganou du Messi puisse, Francis Nganou puisse être déclaré vainqueur de ce combat, en réalité, c'est le chaos qu'il fallait. Ouais. Parce que, faisant la compétition dans un domaine qui n'était pas le sien, et avec des arbitres qui n'étaient pas de son domaine à lui, dans un monde qui n'était pas le sien, en réalité, c'est plutôt un hold-up qu'il fallait qu'il opère. Mais en réalité, pour ces résultats-là que nous avons obtenus, regardez bien l'homme à la fin de ce combat. Nous l'encensons aujourd'hui, mais c'est le seul à nous dire, j'ai compris au moins que je pouvais aller au-delà. L'autre regret également que je suis, c'est que, en réalité, quand vous regardez comment ce monde de la boxe anglaise fonctionne, il faut être un Nganou du Messi, effectivement, pour briser Francis Nganou pour pouvoir briser ces barrières-là. Il a été bien obligé de passer par la MMA pour pouvoir briller. Et à partir de là, il a fait une bifurcation pour pouvoir revenir en réalité à la case départ. Je ne suis pas sûr s'il avait continué sa carrière dans ce monde de la boxe anglaise-là, on ne suis même pas sûr que le circuit lui aurait même donné sa chance de compétir à ce niveau. Et pour ce qu'il a fait hier, en réalité, bon, je vois des déceptions qui sont les nôtres aujourd'hui. Pour moi, c'est une extrême fierté de voir qu'un enfant venu de Banjul, de Batié, puisse aller aussi loin avec l'humanité que ce garçon-là charrie. Je l'ai vu tourner en dérision, les gens qui voulaient le prendre en grippe sur l'hymne national. J'ai dit chapeau l'artiste. Voilà. Et puis, il faut souligner aussi le fair play de Tyson Fury, qui a accepté le combat parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Et en acceptant le combat, il a permis
Francis Ngannou d'entrer par le haut dans le noble art qu'est la boxe anglaise. Très bien. Maître Cheikh Assad, bonjour, bienvenue. Vous avez certainement observé que depuis hier, toute l'actualité au Cameroun tourne autour de ce combat mené par Francis Ngannou, et même s'il y a des déceptions qui se lisent sur les visages à la fin, n'est-ce pas, de ce combat, eh bien, pour l'essentiel, nous sommes contents, et c'est la raison pour laquelle nous, à Equinox, nous disons Francis Ngannou, merci. Oui, l'exploit qu'il a réalisé est doublement remarquable. Remarquable sur le plan sportif, vous venez de tout dire. Ceux qui ont pris la parole avant moi ont brillamment relaté le combat d'hier. Mais aussi, c'est un exploit parce que voilà un jeune avec tout son talent. Son parcours a été longuement raconté dans les médias. Sableur, Ben Sikiner. Il a pris, comme on dit, il a pris les routes du désert parce que dans son pays, il n'y avait absolument rien pour lui. Il est parti, il s'est fait tout seul, c'est-à-dire sans aucune aide étatique, sans le moindre copec de la part des autorités de son pays. Il a fait son bonhomme de chemin. Et malgré la hargne, malgré les furies que le régime a déchaînées sur nos compatriotes de la diaspora, il n'a jamais régné son pays. Parce que le professeur l'a relevé tout à l'heure, les communicants du régime État n'ont pas de mots assez durs pour vouer aux pires hégémonies nos compatriotes de la diaspora. Pour un peu, on les aurait qualifiés de terroristes. Mais pourtant, voilà un garçon qui avait tout pour nourrir des sentiments de révolte envers son pays, n'a jamais cessé de clamer son amour pour sa patrie. Lorsqu'il était sur le ring hier, je vous assure, c'est le cœur de tous ces jeunes déshérités qui battaient à l'unisson avec lui. C'est pour ça que la soirée d'hier a été extrêmement belle, et ça a montré aux jeunes qu'ils peuvent toujours s'en sortir. Francis Ngannou, disons tout simplement merci. Thank you very much. Messieurs, je voudrais qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet avec les questions qui ont été annoncées en sommaire. Je voudrais commencer avec vous, Cheikh Assad. Le journal Mutation a indiqué en grande une cette semaine que le Conseil supérieur de la magistrature est aux abonnés absents. L'instance chargée de l'intégration, de la mutation, de la promotion, des sanctions des magistrats ne s'est plus réunie depuis 3 ans. Vous êtes avocat, vous arpentez le couloir de la justice. Il y en a certainement qui vont se demander, oui bon, enfin, 3 ans, and so what? Oui, cela tient à la nature même du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est l'une des aberrations de notre système politique. Parce que voyez-vous, la Constitution nous dit qu'il y a 3 pouvoirs: l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Je ne vais pas parler du législatif aujourd'hui, mais le régime de Biya s'est arrangé à reprendre de la main droite ce qu'il avait fait semblant de remettre de la main gauche, c'est-à-dire une emprise totale de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. En 2009, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'on ne peut pas taxer de partialité, avait relevé cela. Et dans ses recommandations, avait dit que l'une des solutions pour résoudre la crise anglophone, les crises que nous avons dans nos provinces anglophones, au paragraphe F de la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il est écrit noir sur blanc: réformer le Conseil supérieur de la magistrature, en veillant à ce que le président de la République et le ministre de la Justice et tous les membres de l'exécutif
n'en fasse pas partie. Et la Commission africaine a dit, libre à l'État du Cameroun de ne pas suivre ces recommandations, mais que l'État du Cameroun sache qu'en ne suivant pas cette recommandation, elle précipitera les régions anglophones dans le chaos qui s'étendra dans le reste du pays. Ça, ce n'est pas une analyse de mon parti politique. C'est une analyse de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de sa session du 27 mai 2009 à Banjul. Le Cameroun n'a pas suivi ces sages recommandations. On a vu comment les avocats se sont insurgés contre le système judiciaire dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, dans le reste du pays, ce qu'on pourrait appeler la partie francophone, la justice marche extrêmement au ralenti. Les magistrats n'ont plus le cœur à se pencher sur les dossiers. Pourquoi cela? Parce qu'ils subissent à tout moment. Et c'est un professionnel de la justice qui vous le dit. Ne vous tenez pas à ma casquette d'avocat. Je suis un acteur de la justice. J'ai beaucoup d'amis dans la magistrature et je peux même dire que la plupart des magistrats sont mes amis. En aparté, ils se plaignent des pressions non seulement considérables, mais indues qu'ils subissent de la part du régime central. Et les conséquences sont extrêmement néfastes pour la justice. Et qui dit néfaste pour la justice, dit néfaste pour la vie de la nation. Quelles sont ces conséquences-là? Le fait que le Conseil supérieur de la magistrature, d'abord, ne se réunit pas depuis pratiquement 3 ans, ou le fait qu'il y ait une emprise de l'exécutif sur le judiciaire, quelles en sont les conséquences? La première conséquence est que les querelles, vous l'avez relevé, et la presse aussi l'a relevé, l'un des retards observés vient de la querelle entre 2 membres du gouvernement, qui chacun veut contrôler l'appareil judiciaire. Ça, c'est d'un. Maintenant, quelle est la conséquence directe que nous avons? Nous avons 3 générations, 3 promotions de magistrats qui n'ont pas été intégrés. Ils sont aujourd'hui dans un flou juridique absolu. Pour la petite histoire, il y a eu un auditeur de justice sorti de l'ENAM qui attendait la tenue du Conseil supérieur de la magistrature pour être intégré et qui est décédé de suite d'un accident de circulation. L'ENAM a refusé de prendre en charge ses obsèques, arguant que dès lors qu'il a fini avec l'ENAM, il ne relevait plus de l'ENAM. Et le ministère de la Justice, je sais qu'il n'est pas encore magistrat. Donc nous avons aujourd'hui 3 promotions de magistrats en attente d'intégration. Et puisque le dernier conseil s'est tenu en août 2010. Je vais y aller, et je vais y arriver. De 2020 jusqu'à aujourd'hui, on a 3 promotions de magistrats qui n'ont pas été intégrées. Mais n'oubliez pas qu'en 2020, ce conseil n'a pas abordé la partie disciplinaire. Oui, ça c'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de magistrats n'ont pas le cœur à l'ouvrage parce qu'ils sont sous le coup de poursuites disciplinaires, mais ils ne connaissent pas le sort qui va leur être réservé. Et beaucoup de citoyens qui avaient saisi le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'ils avaient des conflits avec des magistrats ne savent toujours pas à quel sein se vouer. Donc, d'une façon ou d'une autre, la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature pénalise extrêmement le corps social. Et nous, les avocats qui sommes au contact des prétoires, nous avons remarqué que les magistrats aujourd'hui sont réticents à s'impliquer dans des dossiers parce qu'ils se disent qu'à tout moment, le Conseil peut venir bouleverser les règles du jeu et ainsi de suite. Donc vraiment, tout ça pourquoi? Parce que nous ne voulons pas, ou parce que le régime que nous avons ne veut pas appliquer le principe de la séparation des 3 pouvoirs. Alors, Edmond Kangia, on sait que le dernier Conseil supérieur à la magistrature s'est tenu le 10 août 2020 au Palais de l'Unité. Cette réunion, il faut le rappeler, d'une part, les travaux ont porté sur l'entrée en fonction des nouveaux membres, et surtout du nouveau secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, et d'autre part, il y avait l'intégration dans le corps judiciaire
des premiers auditeurs de justice de la section Common Law qui étaient sortis de l'ENAM. Mais comme il a dit, Cheikh Ali Assad, les travaux, aucun dossier disciplinaire de magistrat n'avait été enregistré. En tout cas, c'est ce qu'on a pu lire dans le compte rendu qui a été fait. Or, lorsqu'on regarde le Conseil supérieur de la magistrature, on sait que de par son rôle disciplinaire, n'est-ce pas, c'est la structure qui vise à garantir l'exemplarité des juges et des procureurs. Et par ces travaux, n'est-ce pas, c'est l'instance de réflexion sur le fonctionnement de la justice, sa déontologie et les valeurs de l'état de droit qui doivent guider son action. Alors, lorsqu'on a une institution comme celle-là qui, pendant 3 ans, ne s'est pas tenue, est-ce que les conséquences ne sont pas importantes sur le fonctionnement même de l'État? Bien sûr, les conséquences sont immenses. Non seulement pour les magistrats, d'abord, mais sur le fonctionnement même de l'État. Et notamment de ce pouvoir judiciaire, qui, d'après la Constitution, est censé être un pouvoir indépendant. Je dis d'après la Constitution. Il est indépendant. Non, d'après la Constitution, il est indépendant. La réalité, c'est qu'il n'est pas indépendant. Et puisque la Constitution justement précise que, puisque la Constitution précise justement que le président de la République est même garant, oui, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et que le pouvoir judiciaire est indépendant, c'est-à-dire indépendant comme l'un des 3 autres pouvoirs. Maintenant, pour répondre à votre question, les conséquences sont immenses, vous ne pouvez pas imaginer. Le seul fait que 3 ans après le dernier Conseil supérieur de la magistrature, où on a mis entre parenthèses, ou reporté à une prochaine échéance l'examen des problèmes d'ordre disciplinaire, vous ne pouvez pas imaginer, les conséquences sont gravissimes. Gravissimes. Parce que, d'abord, cela signifie que les magistrats qui se savaient en danger, pour utiliser une expression chère à quelqu'un que nous connaissons très bien, donc depuis 3 ans, ils sont dans un état tel qu'ils ne peuvent plus exercer en toute quiétude. Parce qu'ils se disent qu'il suffit d'appliquer le droit de telle ou telle façon pour que le dossier suive un sort que lui ne souhaite pas. Alors, au lieu de dire le droit, normalement, il serait tenté à plaire et non à dire le droit. Une autre conséquence, c'est que, et cela a été dit par le premier copanéliste, vous savez, dans la fonction même du Conseil supérieur de la magistrature, il y a au moins 3 fonctions importantes concernant les magistrats. Il faut l'intégration, il faut intégrer, n'est-ce pas, ceux-là qui sont de l'ENAM, ces auditeurs de justice, à la fin de leur formation. Il faut s'assurer de la promotion, c'est-à-dire nomination, avancement des magistrats. Il y a l'autre aspect, la sanction. La sanction peut être positive, elle peut être négative, mais davantage les sanctions négatives par rapport au dossier disciplinaire qui n'a pas été examiné. Maintenant, pour la suite, en relation avec le contexte sociopolitique actuel, vous l'avez dit, il y a une querelle forte qui n'est peut-être pas visible, mais que nous, dans les médias, dans l'analyse politique, que nous voyons à travers le contexte sociopolitique actuel, vous savez, dans un contexte où certains parlent de transition politique, où certains parlent de succession politique au pouvoir, où certains pensent à la dévolution du pouvoir, où ça va dans tous les sens, où des pontes du régime, en toute légitimité, ont des prétentions, ont des ambitions, veulent remplacer le président Paul Biya, être le futur président de la République. Il se trouve que ces querelles-là mettent en scène des acteurs politiques, des pontes du régime, qui exercent des pans du pouvoir. D'un côté, il y a le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui a des pouvoirs énormes. De l'autre côté, il y a le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est pratiquement le patron du domaine qu'on appelle la régulation sociale dans un État. La justice, c'est le régulateur social. Quand il n'y a pas la justice, un État ne peut pas fonctionner normalement. Mais au-delà de ça, il y a un aspect aussi important qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est ce que nous vivons depuis 2016 au Cameroun, dans le nord-ouest et le sud-ouest. La crise anglophone qui s'est transformée en guerre. Et vous l'avez si bien rappelé, les premiers qui sont sortis des auditeurs de justice concernant la common law, qui ont pu être intégrés, mais depuis 3 ans, qu'en est-il des autres? Est-ce une nouvelle marginalisation des auditeurs de justice originaires des régions du nord-ouest et du sud-est? Parce qu'ils peuvent le dire
ils vont se sentir marginalisés. Pourquoi depuis 2020, il n'y a plus rien? C'est vrai, il y a des justices francophones aussi. On a intégré les autres. Non, ils n'ont pas été intégrés. Mais ils peuvent et véritablement se sentir marginalisés. Parce que la crise anglophone s'est transformée en guerre qui continue et le gouvernement ne donne pas l'impression de vouloir mettre fin à cette guerre, à trouver une solution juste et durable à la crise qui s'est transformée en guerre. Et pour terminer sur ce premier point, je voudrais dire, il est important que le chef de l'État, qui est le garant du pouvoir judiciaire justement, qui garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisse mettre fin à cette situation. Puisque au Cameroun, ce n'est pas comme en France, où l'affaire aurait pu être réglée rapidement si c'était un magistrat, si c'était le président de la Cour de cassation, si c'était le président de la Cour suprême, qui était le président du Conseil supérieur de la magistrature, on n'en serait pas là, le travail serait fait. Je suis sûr que ça n'aurait pas duré 3 ans. Même comme dans notre pays, certains magistrats estiment toujours qu'il faut être en accord, en sympathie, en harmonie avec le pouvoir exécutif pour espérer durer dans la fonction. Ce qui n'est pas bien pour le fonctionnement régulier de la magistrature. Et justement, quand vous le dites, ça rappelle qu'en 2008, en avril 2008, il y a eu des amendements qui sont intervenus sur la Constitution du Cameroun et les magistrats, par exemple, qui étaient nommés au Conseil constitutionnel et qui avaient, on va dire ça comment, un mandat qui était plus libre parce qu'ils avaient des mandats qui étaient bien verrouillés. Oui. On a modifié, n'est-ce pas, ces dispositions pour permettre que les mandats qui puissent être éligibles par le président de la République. Et un certain nombre d'analystes ont estimé que c'est une façon de continuer à garder les magistrats sous la botte, sous la coupe de l'exécutif. Je voudrais requérir votre avis, professeur Emmanuel Djadjo. Est-ce qu'on peut comprendre que les querelles entre deux membres du gouvernement, fussent-ils ministres d'État, paralysent, n'est-ce pas, le fonctionnement d'une structure aussi importante que le Conseil supérieur de la magistrature? Vous êtes en train de me poser la question de savoir si deux directeurs dans une entreprise, des directeurs adjoints dans une entreprise qui ne s'entendent pas, est-ce qu'ils peuvent paralyser le fonctionnement de l'entreprise? La réponse doit être nuancée. Elle est oui, si le directeur n'est pas là pour mettre un holà et permettre, n'est-ce pas, aux deux protagonistes de revenir au bon sentiment et régler le problème. Si le directeur est là, pour l'intérêt de son entreprise, il va donc asseoir ses deux adjoints autour de la table et régler le problème. Et donc le problème, n'est-ce pas, de cette... Dans votre allégorie, c'est qui le président dans le cas le président de la République, c'est le président de la République qui, s'il avait convoqué le Conseil supérieur de la magistrature, aurait mis fin, n'est-ce pas, à cette querelle qu'il y a entre le SGPR et le ministre de la Justice. Et j'avoue que 3 ans sans se réunir, ça a des conséquences énormes. Conséquences financières, n'est-ce pas, pour les magistrats qui devraient changer de grade et avoir, n'est-ce pas, une augmentation sur leur rémunération. Conséquences sociales pour les jeunes magistrats sortis de l'école qui ne sont pas intégrés. Je vous rappelle que la reconnaissance sociale, elle passe aussi par le travail. Et si vous sortez de l'école et vous passez 3 ans à grandir, socialement, vous n'êtes pas reconnu. Conséquences professionnelles, parce que vous avez des gens qui attendent, n'est-ce pas, des avancements pour occuper des postes qui, aujourd'hui, leur échappent. Et parmi ces gens-là, il y en a qui probablement sont allés à la retraite, alors que si le Conseil supérieur de la magistrature s'était tenu, avant d'aller à la retraite, ils auraient occupé le poste rêvé. Et puisque le Conseil ne s'est pas réuni, force est de constater que certains de ces magistrats-là vont aller à la retraite sans profiter, n'est-ce pas, de ces postes, alors que probablement en rentrant dans la magistrature, ils rêvaient, n'est-ce pas, d'occuper ces postes-là avant d'aller à la retraite. Donc, ce sont des conséquences très très lourdes
pour le corps judiciaire, mais ses conséquences, comme l'a dit Edmond tout à l'heure, sur le plan social de façon globale. Lorsque la justice est en panne, c'est la société tout entière qui est en panne. Pourquoi? Parce que c'est l'un des régulateurs le plus important, n'est-ce pas, du fonctionnement d'un État. Et lorsque la justice est bloquée, c'est l'État en lui-même qui est bloqué. Donc, nous espérons que ce Conseil supérieur de la magistrature, que le président de la République va très prochainement le convoquer, parce que, comme le disait l'avocat qui est à mes côtés, certains dossiers dans les tribunaux n'avancent pas parce que les juges ne savent plus à quel sein se vouer, alors que si ce conseil avait lieu, chacun saurait exactement où est-ce qu'il est situé et prendrait des décisions conséquentes. Alors, l'honorable Dieudonné Samuel Mout, j'ai cru vous entendre murmurer tout à l'heure, vous allez me confirmer ou infirmer, que, bon, il n'y a pas de quoi... il n'y a pas de quoi s'indigner. Il y a le Conseil des ministres qui ne s'est pas tenu depuis Mathusalem, et puis l'État fonctionne. Alors, est-ce que vous... Là, vous me jetez la verdure populaire. Allez-y tout de même. Oh, j'ai tout simplement trouvé qu'on était un peu excessif, notamment à aller chercher les conséquences négatives absolument néfastes du fait de la non-tenue du conseil de la magistrature dans un délai de 3 ans, que j'ai tout simplement dit, mais par moment également, parce qu'entre-temps, il y a des gens qui vont se marginaliser, qui vont se sentir marginalisés parce qu'ils sont anglophones, ne sont pas intégrés. J'ai tout simplement assuré qu'à côté de ces gens-là, il y a également des auditeurs francophones qui ne sont pas pour le moment intégrés. Mais en même temps, faisons de l'analyse, n'essayons pas de rendre encore difficiles les choses qui, déjà par essence, ils reconnaissent, peuvent être considérées comme étant difficiles pour un certain nombre de personnes qui nous écoutent. Bon, effectivement, les gens ne sont pas promus. La prochaine fois qu'on va organiser ce conseil de la magistrature, la promotion, généralement, quand elle se fait également avec un effet rétroactif. Et il ne me semble pas que dans le genre, c'est le seul conseil pour lequel on a attendu. Le pouvoir de convocation demeurant celui du chef de l'État. Après, maintenant, j'ai entendu les gens ergoter sur l'absence de séparation de pouvoir, mais tout ça également me semble être de la mauvaise analyse. Peut-être ailleurs, toutes les organisations du monde se valent. Vous avez des gens qui sont des fanatiques, des très grands défenseurs d'un pouvoir centralisé. Il y en a qui sont des défenseurs d'un pouvoir décentralisé. Il y a des gens également qui sont des défenseurs d'un pouvoir paternaliste. Chacun peut avoir sa justification dans un environnement donné. Et donc, quand on fait également ce genre de déclaration, il a cité une recommandation qui vient de l'Union une résolution, non, une recommandation, parce que une résolution... c'est une recommandation. C'est une recommandation. Il ne peut pas en la matière faire... Et lorsque cette commission accepte de prendre des hauts magistrats camerounais en son sein, les médias d'État en font la promotion à la une. Parce que là également, la plupart de ces magistrats-là, ils n'iraient pas à cet endroit-là, sinon pas l'adoubement de l'exécutif camerounais. Il ne faut pas non plus mettre chaque fois les choses en antagonisme. Très souvent, ces gens-là, quand ils sont détachés, ils demandent d'abord la permission d'être détachés. Et dans le cadre également d'un détachement, c'est également notre diplomatie qui fait la promotion de ces valeurs. On venait de parler de Francis Ngannou tout à l'heure. Bon, ce nom-là me colle à peut-être. J'ai de très meilleurs sentiments, mais également quand on fait cette promotion-là de nos valeurs camerounaises, c'est également notre diplomatie qui se charge de le faire. Mais donc, parlant de cette recommandation, ça ne peut être qu'une recommandation. Oui, parce que par ailleurs, il n'y a pas en la matière une organisation qui s'imposera à tout le monde. La décentralisation dans un contexte peut avoir son pesant d'or. La centralisation également peut avoir son pouvoir pesant d'or. Un pouvoir autocratique peut trouver des fondements dans un certain environnement, de la même façon que quand on veut être paternaliste dans un autre environnement, ça peut avoir une certaine valeur. Est-ce que nous sommes les seuls au monde
à avoir un conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le président de la République, que non. Quand vous regardez par exemple le conseil supérieur de la magistrature en France, on vous dit bien celui qui en est président, c'est le président de la République. Le vice-président, c'est le ministre de la Justice, et les magistrats qui siègent en leur sein sont des magistrats qui sont élus par leur pairs. Et donc le simple fait de dire que le conseil de la magistrature est présidé par le président de la République, ça ne veut pas dire que pour autant on met sous contrôle le pouvoir judiciaire. Je pense que... Vous confondez. Vous êtes confondu là. Honorable, juste une parenthèse. Je vous laisse la parole. Lorsque vous prenez l'exemple de la France, ajoutez aussi qu'en France, il y a alternance et par le fait de l'alternance, aucun chef de l'État de laisser pendant des années, n'est-ce pas, sans réunir le conseil. Ça c'est autre chose. On parlait de la séparation de pouvoir. Mais en même temps, quand ces gens ont posé souvent ce point de séparation de pouvoir, dans leur esprit, ils considèrent qu'on doit être en face de pouvoirs antagonistes. Non, on n'est pas nécessairement dans le cadre de la séparation de pouvoir, c'est tout simplement de postuler que chacun dans son couloir aura la compétence pleine et entière d'assumer le rôle social, la fonction sociale qui est la sienne. Quand on dit qu'il y a un pouvoir législatif, effectivement ce pouvoir législatif-là a un couloir de fonctionnement à l'intérieur de la République avec des prérogatives qui lui sont reconnues et personne ne viendra le bousculer dans le cadre de sa compétence. J'ajoute, honorable, et vous le savez comme moi, puisque nous sommes des promotionnaires, vous savez très bien que du temps où c'est la droite qui se succédait au pouvoir en France, il y avait une ligne directe entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, l'Élysée et la justice. Depuis que l'alternance est une réalité, cette ligne-là, comme pour dire, chers camarades, pas camarades du parti, mais en fait nous sommes dans la même génération, donc il y a un certain nombre de valeurs que nous sommes en partage, même ça également peut faire l'objet d'une dilution. Là vous avez cité le cas de la France, où il y a eu des interférences. En réalité, on lutte contre des interférences éventuelles. Mais ces interférences également peuvent être établies par le fonctionnement de la société. Quelle est la coloration de la Cour suprême aux États-Unis en ce moment? On voit très bien que dans ce conseil, de ceux qui sont inamovibles, en fonction de l'opportunité qui est présentée à chacun des partis de renouveler, chacun désignera un juge qui est de son obédience. Maintenant, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, chacun dans son couloir, avec la pleine compétence, et en agissant en âme et conscience de ce qu'il y a un certain nombre de prérogatives qui lui sont conférées par la conscience qui doivent être défendues. Par ailleurs, je voudrais terminer sur le point de séparation de pouvoir. En réalité, il faut admettre dans une société que nous devons avoir un exécutif qui a une certaine puissance, une certaine force. Et l'ensemble des autres organes que vous voyez, dont on dit qu'effectivement qu'ils sont séparés, et je confirme qu'ils sont effectivement séparés, constituent des amortisseurs. Ça peut faire l'objet d'une thèse de doctorat, des amortisseurs de la toute-puissance de l'exécutif. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas dire que ne pas faire ça, c'est parce qu'il y a absence de séparation, mais par ailleurs également, je voudrais également, pour terminer là-dessus, la personne qui a le droit, la prérogative de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République. Et vos interférences, les interférences auxquelles vous faites allusion, de ce que ça pourrait être paralysé par tel ou tel, c'est tout simplement de l'analyse. Mais en fait, à mon sens, qui n'a pas de fondement. Entre les deux précédents conseils supérieurs de la magistrature, il s'est écoulé quel délai? On était toujours dans ce délai de 3 ans, 4 ans, 2 ans, sans que, à l'époque, on puisse envisager qu'on n'a pas convoqué parce qu'il y a 2 personnes qui ne s'entendent pas. Le jour où le président de la République jugera utile de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature, il le fera en son âme et conscience et sans entrave. Du coup, les conséquences je ne dis pas ça, c'est pour ça que je vous dis effectivement, si je peux le faire dans un délai, effectivement, tu puisses faire en sorte qu'on ne puisse pas également me prendre en grippe dans un plateau de télévision pour qu'il y ait encore que ce n'est pas moi qui le convoque, on doit le faire. Mais en même temps,
entre la réalité, très souvent, ce que nous affirmons, parce que dire, on n'a pas parlé des contentieux, des gens qui avaient des dossiers, notamment les magistrats qui avaient des dossiers au niveau de la cause de ce conseil, qu'on n'en a pas parlé. Il y a une chose de ce qu'on ne les a pas traités, l'autre chose également de dire des dossiers n'ont pas été enregistrés. Quand vos magistrats, avocats, on dit qu'un dossier n'a pas été enregistré, ça veut dire peut-être que l'institution continue. Et qu'au moment où ce conseil a siégé, il n'y avait pas matière à prendre une décision quelconque. On laissera le temps nécessaire que la justice l'institution fasse son cours normal et que le moment venu, effectivement, que l'on puisse trouver des solutions. Par ailleurs, ça me semble quand même assez léger d'entendre dire il y a des dossiers qui sont pendants et il y a un magistrat, parce qu'il est en attente du Conseil supérieur de la magistrature, il ne faut pas trancher. Un magistrat, il sait que par essence, du jour au lendemain, s'il y a une convocation du Conseil de la magistrature, il peut être affecté, il peut être promu, il peut être muté. Et donc, dans l'intervalle, tant qu'il n'y a pas ce conseil, il le fait même en son âme et conscience. Il tranche des problèmes qui lui sont soumis, en sachant que si demain ou après-demain, il est affecté, il est promu, il y aura une certaine relève qui va être opérée dans le cadre de la continuité du service public. Vous avez évoqué tout à l'heure. Non, il faut relever de contre-vérité. Oui. Je préfère croire que c'est par ignorance que M. Mott vient de dire des énormités absolument scandaleuses de la part de quelqu'un qui est investi d'un mandat aussi lourd que celui de parlementaire. Qu'est-ce qu'il a dit? En France, la formation compétente en matière des magistrats du siège est présidée par le premier président la formation de la Cour de cassation. De cassation, je l'ai dit tantôt. La formation de la formation compétente pour connaître des dossiers concernant les magistrats du siège. Est-ce que j'ai parlé? Vous avez dit que le conseil est présidé par le président de la République. De la magistrature. Écoutez, honorable, oui. Moi je suis juriste, je suis un praticien. En France, les dossiers disciplinaires concernant les magistrats, s'ils sont des magistrats du siège, sont soumis à la compétence du premier président. On n'a pas parlé de ce problème-là. Maintenant, et vous allez vous dire d'où vient la confusion, honorable Mott. S'agissant des magistrats du parquet, leurs dossiers disciplinaires sont confiés à une composition présidée par le par le procureur général de la Cour de cassation. En réalité, l'honorable Mott confond l'indépendance des trois pouvoirs avec la décentralisation. Ça n'a rien à y faire. Parce que dans tout ce que vous dites, vous me prêtez des intentions. Oui, parce que vous n'êtes pas du métier. Vous auriez vous arrêter. Deuxièmement, ça c'est pas le domaine public, ça. Tout à l'heure, vous avez parlé avec une désinvolture vraiment choquante d'une institution comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se situe juste en dessous de notre constitution, mais au-dessus de nos lois. Oui. C'est ce qu'on appelle le principe de la supranationalité des lois. C'est-à-dire quoi, président? Ça veut dire que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a plus de pouvoir que nos lois nationales, à l'exception de la Constitution. Ne dites pas ça comme ça dans ces termes-là, c'est pas recevable. Parce que notre Constitution, parce que notre Constitution, je vous l'ai dit, non, si vous avez voté à même les sans lire, vous avez la prétention d'être du métier, c'est ce que vous dites. Notre Constitution dit clairement que les conventions et les traités dûment ratifiés sont au-dessus des lois nationales. Article 45 de la Constitution. L'article 45 de notre Constitution le dit. Mais sauf que les communicants du RDPC ont cette tendance, lorsqu'il s'agit d'appliquer des conventions que nous avons ratifiées, ils viennent aujourd'hui vouloir les traiter comme la dernière semelle d'un berger Ngororo, alors que lorsqu'ils arrivent par la force de la diplomatie, comme il l'a dit, à pouvoir placer des magistrats camerounais dans des institutions comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, celui-ci en partant est reçu à la présidence de la République et les médias d'État ouvrent le journal pendant une semaine
par rapport à cette nomination. Ça, ce n'était qu'un détail. Ce que vous devez comprendre, il dit que ce n'est pas grave que le Conseil ne se soit pas penché sur des dossiers disciplinaires. Ce qui nous intéresse, vous avez dit que ce n'est pas trop grave. Mais moi, je vous dis que c'est grave. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas la sévérité de la sanction qui apaise le corps social. C'est la certitude de la sanction. Lorsqu'un justiciable s'estime floué dans ses droits et qu'il n'est pas sûr que la sanction viendra, il perd confiance dans le système judiciaire. Pour la petite histoire, un magistrat du siège a été révoqué pour des faits qu'il aurait commis 27 ans plus tôt. Vous allez me dire qu'il faut juger lentement. D'accord. Mais admettez aussi quand même, honorable Motte, que ceux qui ont rendu cette recommandation suite à une plainte des peuples du Cameroun anglophone ont pris tout leur temps. La plainte a été introduite le 8 janvier 2003 et la recommandation a été rendue le 17 mai 2009. Pendant 6 ans, ils ont étudié notre système judiciaire et ils ont mis à nu les tares que notre système judiciaire avait. Et ils nous ont mis en garde, ils ont dit, libre à vous de ne pas suivre ces recommandations, mais si vous ne le faites pas, nous ne l'avons pas fait. Et en 2016, qu'est-ce qui est arrivé? Le chaos s'est installé dans nos régions anglophones. Alors, on va passer à autre chose. Le sentiment. Non, j'aimerais quand même. Permettez que je termine quand même. Okay. Donc, je dis que pour que les téléspectateurs n'aient pas le sentiment que nous sommes dans un jeu de ping-pong, en tout cas avec Cheikh Ali Assad, je propose qu'on avance. Je vous laisse la parole, mais sur un autre sujet qui peut avoir peut-être un lien avec ce que nous sommes en train de traiter. Vous vous souvenez que il y a eu récemment une sortie de l'honorable Nietzsche, votre collègue à l'Assemblée nationale. C'était dans une tribune qui a été publiée par le journal Le Messager. C'était le 10 octobre, si je ne m'abuse, 10 octobre dernier. Et l'honorable Nietzsche indiquait que les médailles qui avaient été attribuées aux membres de la Task Force Covid et Cannes 2021 étaient des médailles de la honte. Il a insisté sur les surfacturations, il a insisté sur les conflits d'intérêts, il a insisté sur les détournements de fonds publics qu'on avait observé notamment dans la gestion des fonds Covid. Il a remis également sur la sellette les difficultés qu'il y avait avec la construction des infrastructures de la Cannes. Et il a conclu que c'était des médailles de la médiocrité, entre autres. Alors, après donc cette tribune de l'honorable Nietzsche, il y a eu une réaction du professeur Cyril Tolo qui estime que en fait le problème c'est Jean-Michel Nietzsche qui ne comprend pas le fonctionnement, n'est-ce pas, de la gestion des finances publiques. Et il a d'ailleurs indiqué que Jean-Michel Nietzsche se mêle un tout petit peu les pédales parce qu'il évoque par exemple la question des 180 milliards de francs CFA qui ont été détournés et il indique pour le professeur Tolo que ce montant avait été géré dans la première phase, dans la phase 1, n'est-ce pas, de la riposte contre le Covid, donc avant l'entrée en scène de la task force. Donc bref, il prend ces exemples-là pour dire que le roi Nietzsche se met un tout petit peu le pédale. Et il prend un autre exemple en soutenant que, par exemple, au niveau de l'achat des tests TDR, eh bien, la task force a amené l'État du Cameroun à engranger d'importantes économies de l'ordre de 70%. Comme pour dire qu'en fait, on peut comprendre pourquoi on félicite les membres de la task force. Alors, au finish, lorsque vous regardez, vous analysez les deux tribunes, celle de votre collègue à l'Assemblée nationale et celle du professeur Tolo, est-ce qu'on dit qu'on peut penser qu'il a remis les pendules à l'heure? Oui, il a remis les pendules à l'heure parce que mon collègue à l'Assemblée nationale, Michel Nietzsche, très souvent s'alimente, j'ai l'impression qu'il s'alimente au bar.
Parce que la République est vraiment conférée Ça peut paraître impoli de la part de vous. il est le roi de l'impolitesse parce qu'il lui arrive très souvent à l'hémicycle de nous insulter tous avant de s'asseoir. Oui, mais si vous l'insultez à l'hémicycle, vous l'entendez à l'hémicycle. Je ne l'ai pas sur notre plateau. Il n'est pas insulté. Oh, c'est pas insultant non plus. C'était seulement pour faire une petite pique. Mais en même vous, Duval Fangwa, vous notez une possibilité d'avoir un débat qui était enrichissant tout à l'heure. Permettez-moi quand même de dire deux petites choses là-dessus, vraiment une toute petite. Aucun militant de RDPC, aucun communicant de RDPC n'a eu des propos qui auraient tendance à remettre en cause l'ordre, comment on appelle ça, Établi? Non, pas l'ordre établi, la hiérarchie des membres de droit. Il se passe que le MRC passe dans l'art très souvent de les transgresser, de les utiliser comme bon le semble. Déjà, premièrement, une recommandation, comme vous entendez, ce n'est qu'une recommandation. Même dans le langage parlé, quand on fait recommandation, quitte à vous de savoir si vous l'appliquez ou pas. Yeah. Première chose. Donc, on ne peut pas dire que ça peut avoir une valeur juridique plus forte que la norme nationale. Par contre, ce sur quoi on a le plus souvent discuté, c'est sur l'application des directives. Et très souvent dans l'application des directives, il y a le problème notamment du tribunal militaire qui est revenu plusieurs fois en surface, de l'équité, des règles d'équité que tout pouvoir judiciaire doit donner à ses concitoyens, doit assurer à ses concitoyens, et ce problème-là échappe au ressorti. Je voudrais seulement préciser, sans rentrer vraiment dans trop de détails, qu'une directive, elle est obligatoire mais n'est pas contraignante. Elle est obligatoire et n'est pas contraignante. Lui qui veut me rien n'est contraignant. Non. Dans le cadre des instruments qui sont utilisés par les organisations internationales, il y en a qui sont effectivement contraignants. Mais la directive, elle n'est pas contraignante. Elle est obligatoire, vous devez atteindre un objectif qui a été fixé. D'accord. Mais les moyens que vous utilisez pour pouvoir atteindre cet objectif-là sont libres. Après, maintenant, revenons sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Je voudrais retirer les mots. Ça a été fait de manière assez amicale. Il ne faut pas, si jamais il était d'avant nos suivre, qui considère que je suis quelqu'un d'insultant, je ne le suis absolument pas. Mais effectivement, là, lorsque nous faisons un débat public, je pense quand même qu'il faut qu'on soit suffisamment informé pour éviter de soulever un certain nombre de choses également qui pourraient avoir tendance à avoir des impacts sur le climat social. Nous sommes aujourd'hui dans une société où il y a une société de 11 millions de procureurs, où chaque fois qu'il y a une parole qui est prise par un certain nombre d'entre nous, nous mettons en accusation certains de nos concitoyens, et très souvent sur la base des éléments qui ne sont même pas des éléments qui peuvent être utilisés pour pouvoir soutenir une affirmation quelconque. Je vais vous prendre un cas parmi les deux, parce que vous avez parlé à la fois de Olembe et vous avez également parlé du Covid. Olembe tombe dans le cadre de ce que nous appelons les financements internationaux. Lorsque vous avez un projet et vous avez envie de courir au bail de fonds internationaux, il y a une certaine démarche rigoureuse que l'on va suivre. Et cette démarche-là commence déjà premièrement par l'évaluation d'un projet. Vous l'évaluez. Déjà pour être sûr que c'est un projet viable, mais également pour pouvoir en déterminer le coût. Et ce coût-là, vous ne le déterminez pas seul. Vous le déterminez très souvent avec l'assistance des bailleurs de fonds qui sont censés vous financer. Et donc, lorsqu'on sort de cette phase d'évaluation-là, les coûts sont totalement établis. Vous ne pouvez pas les remettre en cause, peut-être s'il y a, on se retrouve dans un environnement inflationniste, où on pense qu'il y a des composants qui sont enrichis entre-temps, on peut envisager des révisions. Mais, initialement, c'est établi. Et lorsque les financements sont mis en place, ils sont précédés également par une structuration du projet, en composants. Et on vous dit pour tel composant, voilà ce que sera son coût, pour tel autre composant, voilà ce que sera son coût, et l'ensemble des coûts de ces composants-là doit également, normalement, être l'équivalent du montant qui a fait l'objet d'évaluation au départ.
les bailleurs de fonds ne vous remettent pas de l'argent entre les mains. Ils n'envoient pas ça dans votre coffre. Parce qu'effectivement, l'envoyant dans votre coffre, vous pouvez soustraire une partie de cet argent-là pour pouvoir faire quelque chose qui ne rentre pas dans l'objet initial du projet. C'est ça qu'on appelle des dépenses non éligibles. Il arrive très souvent que l'on fasse des avances de démarrage pour financer le petit train-train quotidien pour que le projet puisse démarrer. Et par la suite, chaque fois que des travaux sont réalisés et qui sont soumis en paiement, en réalité, l'État du Cameroun dans la matière devient plutôt une poste. C'est-à-dire qu'on arrête l'ensemble des décomptes, on soumet à l'État du Cameroun qui les valide et qui envoie au bailleur de fonds pour que cela puisse être payé. La conséquence de cela, c'est quoi? C'est qu'en réalité, tout ça est contrôlé. Et vous ne pouvez pas financer là une dépense qui n'était pas inscrite initialement dans le cadre de ce projet-là. Et donc tous les dérapages que j'entends ici ou là, on a dépensé telle ou telle somme, on a utilisé tout l'argent à d'autres fins, ce n'est absolument pas envisageable. Puisque le bailleur de fonds lui-même, il a dit au Lengue, c'est 168 milliards, ces 160 milliards-là sont disponibles, et chaque fois que les travaux auront été réalisés, vous allez les envoyer pour qu'on puisse les payer. Deuxièmement, au Lembe... Prenons un exemple, pour permettre aux téléspectateurs de bien comprendre. Oui. Dans le cas de Lembe, puisque vous avez choisi Lembe, restons sur Lembe. La phase 1 du projet de Lembe, la construction, lorsqu'on parle de la phase 1, on parle du grand stade principal, et les 2 stades annexes, et puis il y a l'hôtel 5 étoiles. Première phase. Ça doit coûter normalement 21 milliards de francs CFA. C'est la première phase. Vous êtes d'accord au moins que, avant que la première phase, c'est-à-dire qu'au moment où on a bloqué, je crois, pour la première phase, plus de 40 milliards de francs CFA. 44. Et lorsqu'on a débloqué les 40 milliards, même la première phase n'était pas achevée. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez dit? Elle n'était pas achevée à nos yeux, elle n'avait pas fait l'objet de réception, mais je peux vous assurer, et là, vous-même vous parlez de phase. On ne peut pas payer. C'est la question pourquoi est-ce qu'on a payé ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on puisse l'envisager. C'est moi qui vous dis, ce n'est pas possible qu'on puisse envisager ce genre de dépenses. Mais qu'est-ce les dépenses sont réalisées. Oui. En réalité, sur Lembe, il y a beaucoup de flou pour lequel, effectivement, je pense qu'il y a une demande de communication qui soit nécessaire. Est-ce que vous, Duval Fangwa, vous avez vu la maquette en question de ce qui devait se passer à Lembe? On nous a parlé très souvent de hôtel 5 étoiles. Est-ce que vous avez vu vraiment dans la maquette? Est-ce que lorsqu'on a arrêté ce financement-là en disant que c'était de l'ordre de 170 milliards, l'ensemble de ces projets a été intégré? Ce que l'assurance que je peux vous apporter, et tous les projets bailleurs de fonds fonctionnent comme ça, partout ailleurs dans le monde entier, il n'y a pas une dépense qui peut faire l'objet de remboursement, de paiement, quand elle n'a pas été exécutée. Et ça, ce n'est pas seulement l'État du Cameroun qui ne va pas exécuter, c'est le bailleur de fonds, parce qu'également, il exerce également à la matière un certain contrôle, qui va dire, prenons le cas par exemple, première phase, il fallait faire un hôtel. On ne peut pas payer de l'argent si l'hôtel n'est pas fait. Si non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça c'est des affirmations de quartier de bas. Lorsqu'on a résilié le contrat de Pichini, pour que McGill entre en scène, est-ce qu'elle nous dit? On était à quel pourcentage? Les pourcentages, je peux pas vous les donner, mais vous voyez très bien. Est-ce qu'on a fait un audit? On n'a pas fait un audit, mais est-ce que c'est pas regardez très bien. On regarde, n'est-ce pas? Non, regardez très bien. Non, mais écoutez, on a rompu le contrat de McGill dans l'urgence. Écoutez-moi, de Pigeon dans l'urgence. Quand vous faites la somme des dépenses du Val-Fangwa, la somme des dépenses qui avaient été effectuées par Pichini et la somme des fonds qui vont être par la suite alloués à McGill, il y a pratiquement une équivalence entre le projet initial et la somme des deux. Ce qui veut dire qu'en réalité, on avait payé de l'argent pour ce que McGill avait réalisé à cette période. Et ça confirme ce que je vous dis. Chaque fois... Mais qu'est-ce que McGill devait faire? Parce qu'on lui a donné 55 milliards. McGill était demandeur d'un avenant que absolument l'État ne voulait pas lui accorder. Parce qu'on voyait très bien qu'il était dans une logique en disant la Coupe des Nations approchant,
je veux faire une pression sur le gouvernement et de toutes les façons, il serait bien obligé de me le payer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'État s'est braqué en disant de toutes les façons, je ne payerai pas. Quand vous faites la somme des deux, il y a 5 milliards de plus par rapport au projet initial qui avait été fait. Et ces 5 milliards-là, on les justifie également par des travaux supplémentaires qui ont été demandés. Et quel est le taux de réalisation? Et quel est le taux de réalisation? Je n'ai pas le taux de réalisation. Non, on avait un stade à je vous explique. Attendez, je vous explique du Val-Fangwa la réalité des choses, la réalité du monde. Vous expliquez les principes. Non. Maintenant, sur le terrain, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ce sont ces principes-là. Vous ne faites pas un contrat, vous n'exécutez pas un contrat de financement d'une manière différente. S'il y a un dérapage en la matière, très vite, on vous suspend. En disant, première chose, vous justifiez les dépenses supplémentaires qui sont considérées pour nous comme étant des dépenses inéligibles. Et à ce moment-là, tant que vous ne les avez pas remboursées, on ne continue pas. Donc, cette histoire-là de ce que les gens racontent, là, il y a d'autres versions. Plusieurs versions. Il y a des gens qui attendaient l'hôtel 5 étoiles. Il y en a qui disent que l'hôtel était dans le ventre même du stade, ainsi de suite. C'est pour cette raison-là, effectivement, j'ai comme l'impression que très souvent, quand on a engagé un débat en la matière, on est passé dans une phase d'accusation. Moi, je me réserverais bien de faire une quelconque accusation tant que je n'ai pas l'ensemble du dossier. Mais pour la connaissance des financements avec des bailleurs de fonds, qui est la mienne, je suis en droit de dire qu'à la date d'aujourd'hui, il ne peut pas avoir des dérapages de ce style-là dans un projet qui est financé de l'extérieur. Je vois les gens s'y sauter à la maison. Non, mais bien sûr, il faut qu'il le sautent. Mais l'idée également. Ça même, on va peut-être pas personnaliser, mais vous êtes député de la nation. Oui. Et c'est une question qui est dans l'actualité depuis plusieurs mois. Alors quand vous dites à la télé que vous n'avez pas encore la différence, les gens peuvent se demander, mais finalement, vous nous représentez à l'Assemblée nationale et comment vous n'avez pas encore tous les détails sur ces scandales qui bien. Entre la personne qui est à la maison et moi, il y a un certain vécu peut-être différent. Le but de mon propos, c'est d'apporter une nouvelle grille d'analyse en la matière. Parce que dans ce pays, aujourd'hui, on a tous tendance à dire qu'en face de soi, on a un voleur. Et cette charge-là, communicationnelle qui est apportée par mon collègue à l'Assemblée nationale, me semble une charge pernicieuse. En réalité, c'est ces gens aujourd'hui, quand ils disent on a détourné 180 milliards, vous vous rendez compte? Comme si à l'intérieur du Covid, rien n'a été fait du tout. Ça pousse quand même. Quand vous dites des gens regardent, ce que les gens retiennent au quartier, c'est qu'on a détourné 180 milliards. À l'intérieur de 180 milliards, il y a un certain nombre d'investissements qui a été réalisé. Bien entendu, s'il y a un certain nombre de personnes qui ont pensé qu'ils allaient profiter dans ce processus-là, la justice va les rappeler à l'ordre. Mais je me bats contre l'ensemble de ces idées-là qui consistent à dire assez facilement, on peut prendre la parole pour pouvoir dire on a détourné à tel endroit, alors qu'on n'a pas les preuves. Ces questions-là, vous me dites, vous me renvoyez à mon rôle de parlementaire. Imaginez-vous bien qu'on les pose également. Et quand moi je les pose au ministère des Finances, par exemple, je suis tout oui. Il y a des choses, effectivement, je n'ai même pas besoin qu'il parle pour que je comprenne. Mais quand il dit la même chose que j'ai espéré entendre à un moment donné, je vois très bien que de temps en temps, soit il peut avoir une méprise, soit une méconnaissance de la réalité, soit également un désir de désinformer. Olympia aujourd'hui, c'est 168 milliards, il me semble. 163 milliards de départ. Au départ, 55 milliards. 5 milliards supplémentaires. 55. On est toujours... Non, le 55, c'était le solde que Pichini n'avait pas utilisé. Quand on fait les 113 milliards que McGill avait utilisé, plus de 55 milliards, oui. On est à 168. Oui. Comme peut vous dire, vous confirmez que en la matière... Donc aujourd'hui, on a dépensé 168. On aura dépensé le montant qui avait été prévu pour le projet. Okay. Pour cet investissement-là qui avait été prévu, avec l'ensemble de ces composants, il y aura certainement un dépassement de 5 milliards pour lequel également on peut trouver justification. Oui, mais la question reste, on a dépensé tout l'argent. Est-ce qu'on a... les infrastructures qu'on a. C'est ça la question. Il n'est pas encore achevé. Le complexe de Jean-Michel Nidjeu, l'honorable Maud estime que ces informations ont quelques soucis, d'ailleurs comme le professeur Tolo, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments que Jean-Michel Nidjeu évoque qui sont tirés des différents rapports de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Je prends un exemple. L'honorable Nidjeu dit que la Cour suprême, la Chambre des comptes de la Cour suprême a relevé des surfacturations de l'ordre de 15 milliards de francs CFA sur les tests Covid. Il dit qu'il y a eu des conflits d'intérêts. Il a
évoqué quelque part qu'on a vu le MINAT, par exemple, vendre les tests de dépistage. Il dit qu'il y a un stock de médicaments de 536 millions de francs CFA qui ont disparu. Il dit qu'il y a 1,2 milliard de travaux inachevés, mais qui ont été payés intégralement. Et il dit également que la Chambre des comptes a indiqué qu'il y a 12 cas extrêmement graves susceptibles de revêtir une qualification pénale. Je crois que ces éléments sont tirés du rapport de la Chambre des comptes. Au moins là, on peut estimer que ce sont des faits précis. Oui. Alors, la question, je la pose à M. Diadio. Est-ce que dans le développement qui a été fait par l'honorable Samuel Mout, vous comprenez mieux ce qui a été fait, je pose la question de façon triviale, comme au quartier, de l'argent du contribuable, d'abord sur la gestion des fonds communaux, notamment sur la construction des infrastructures de la Cannes? Pas du tout. Pas du tout. Et l'honorable Mout l'a lui-même dit, lorsque vous lui avez posé la question sur les infrastructures, il a été le premier à dire que est-ce que nous, citoyens camerounais, sommes au courant de ce qui était proposé? Ça veut dire que... Le flou a commencé dès le départ. Oui, ça veut dire que le flou a commencé dès le départ. Ça, c'est autre chose. Non, il est important. Vous ne pouvez pas construire des infrastructures destinées à une population et ne pas informer cette population de la nature de ces infrastructures. D'où vient-il donc que ceux qui sont chargés de construire les infrastructures gardent en secret la maquette? Il faudrait que cette maquette soit visible pour que, lorsqu'il y a des contestations, que ces contestations s'appuient, n'est-ce pas, sur des éléments objectifs. Très bien. Là, je le prends pour moi. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Et l'honorable Mout a dit, dans les projets internationaux, il y a une exigence de rigueur. Ouais. Je partage totalement sa démarche. Mais j'ajoute que dans tous les projets, il doit y avoir une exigence de rigueur. Oui. C'est-à-dire, et il a dit, je reprends ces mots, l'évaluation du projet. Oui. Et je pense qu'il doit y avoir cette exigence sur tous les projets que nous engageons, y compris mes projets. Moi, Diadio, lorsque j'engage, n'est-ce pas, un projet d'investissement, je dois être rigoureux quant à l'évaluation de ce projet. Sinon, à l'arrivée, je vais me retrouver avec un dépassement et j'aurai un projet bancal. Donc, sur cet aspect, je partage totalement son analyse. Est-ce que sur le terrain, sur le terrain, nous avons l'impression que ce n'est pas forcément ce qui a été fait. Et si c'est ce qui a été fait, force est quand même de constater que dans les récriminations de l'honorable Ninche, il rappelle, n'est-ce pas, ce que la Chambre des comptes a relevé. Donc ça ne vient pas de rien. Lorsqu'il dit, et je pense qu'il n'a pas été le seul à le dire, lorsque ce rapport de la Chambre des comptes est sorti, on nous a annoncé que dans ce rapport, il y avait 12 cas graves supposés de qualification. Oui. Alors, que sont devenus ces 12 cas? Vous comprenez que généralement, on ne parle jamais du train qui arrive à l'heure. Le train qui arrive à l'heure... C'est bien dommage pour vous. Partout. Le train qui arrive à l'heure, ça n'intéresse personne. C'est normal. C'est normal. Puisque nous voulons tous une société qui évolue. Là où on a déjà gagné, c'est bien. On assimile comme un acquis. Mais ce qu'on n'a pas encore gagné, on se bat, n'est-ce pas, pour avoir ce qu'on n'a pas encore gagné. C'est pour cela que lorsqu'il y a des dysfonctionnements, ces dysfonctionnements doivent être relevés. On doit marteler pour que ces dysfonctionnements n'aient plus lieu. Et du coup, je me dis, l'honorable Ninche n'a pas totalement tort. Il n'a pas totalement tort. Et je dis, l'honorable Mout lui a donné raison en disant, la maquette n'est pas connue. Peut-être que si l'honorable Ninche avait la maquette, il reviserait sa position sur certaines dépenses. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la maquette? Non, je relance. Oui. Il dit par exemple que dans la phase
on devait débloquer 21 milliards de francs CFA. Et pour cette phase 1-là, il y avait l'achèvement du stade principal. Là, on parle des 21 milliards de McGill. Il y a l'achèvement du stade principal, les 2 terrains d'entraînement de 1000 places chacun, la construction d'hôtels 5 étoiles, etc. Et la question, c'est comment on a versé 48 milliards de francs CFA. Ce sont les chiffres de Nietzsche, ça. Mais là, il a précisé les sources, Il a le financement et puis les détails par rapport aux décaissements. Moi, je crois que l'argumentaire de l'honorable Nietzsche est suffisamment structuré pour qu'on puisse balayer comme ça du revers de la main. Moi, je ne parlais pas du revers de la main, mais je suis réservé. Je pense que oui, nous pouvons être réservés, mais cette réserve ne peut pas être éternelle. Je me dis qu'il revient à ceux qui sont accusés d'avoir mal fait de nous mettre à disposition les véritables informations pour que nous puissions confondre l'honorable Nietzsche. Mais ce n'est pas le cas. La Chambre des comptes a rendu public un rapport. Et ces éléments-là sont connus. C'est ça. Il faut remettre en question le travail fait par la Chambre des comptes est suffisamment outillée pour que nous ne puissions pas mettre en doute ce que cette Chambre dit. Il revient peut-être à la justice, cette fois-là, en confrontant, n'est-ce pas, les personnes accusées, que ces personnes apportent les preuves de ce qu'on leur reproche ou pas. Et donc, je crois que sur cet aspect, il n'y a rien à dire. De toutes les façons, le travail du député Nietzsche est suffisamment documenté pour que nous attendions que la justice se saisisse de ce dossier et confirme ou non. Je pose une petite question. Vous répondez peut-être par oui, par non, et puis qu'on avance. Vous, en tant qu'institut professeur Diadjo, lorsque vous regardez, là, vous avez insisté tout à l'heure sur le cas les cas qui sont susceptibles de revêtir une qualification pénale. Vous croyez vraiment qu'on aura des suites judiciaires dans cette affaire Covid? Vous savez, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vous savez pourquoi je pose la question? Parce que c'est pas pour dire la parole à l'honorable Maud, juste pour passer rapidement à Edmond. Ce dossier, ce rapport à la Chambre des comptes devait faire un tour à l'Assemblée nationale pour examen. On a annoncé en grande pompe. C'est pour cela que quand il y a la vie, et on ne sait pas ce qui s'est passé. L'espoir peut durer toute une éternité. Moi, je veux la parole. Permettez à Edmond d'abord de réagir. Edmond, sorti de Jean-Michel Nidieu sur la question Covid-Gate, puis sur la Can-Gate, avec des éléments précis, parce que quand vous lisez la tribune qu'il a faite, avec des chiffres précis, il indique même les sources sur les paiements, comment est-ce que l'argent a été décaissé, etc., par qui, et tout ça, même s'il y a des questions qui sont en suspens. Et vous avez une réaction du professeur Tolo qui estime que Jean-Michel Nidieu se mêle un tout petit peu pédale, et il prend quelques exemples. En tant que journaliste, je vous pose la question, quels sont les faits précis et à quel niveau se trouvent des commentaires qui peuvent être remise en question selon les bords politiques? Vous savez, dans cette affaire qui a été suffisamment relayée dans la presse, notamment dans le quotidien La Nouvelle Expression, et je peux dire que nous avons suivi de près tout ce qui s'est dit ou a été investigué, communiqué sur le Covid, comme sur les chantiers Lacan. Nous avons mené des investigations là-dessus, des enquêtes. Nous avons abondamment publié des articles, parmi lesquels des documents signés par l'honorable Jean-Michel Nietzsche, Covid, que ce soit le Covid, que ce soit concernant le Covid, que ce soit concernant les chantiers Lacan, qu'on a joint à nos propres investigations et on a trouvé des faits concordants de part et d'autre en ce qui concerne les deux dossiers. Et je voudrais rappeler ici que la Chambre des comptes s'est largement inspirée des investigations que la Nouvelle Expression a publiées s'agissant du dossier Covid. La Chambre de compte, vous pouvez relire la méthodologie utilisée
C'est tout à votre Vous honneur. voyez la méthodologie utilisée, parmi lesquelles des documents, des publications, des médias, la nouvelle expression est nommément citée parmi des documents qui ont été utilisés par la Chambre de compte pour faire ce travail. Et parmi ces documents-là, il y a les documents publiés par Jean-Michel Nietzsche, honorable. Donc je suis très, très gêné lorsque son collègue député ici sur ce plateau semble banaliser ou minimiser le travail de Jean-Michel Nietzsche, peut-être parce qu'ils ne sont pas de la même formation politique, peut-être pour d'autres raisons que je ne connais pas. Je voudrais simplement dire, revenant sur le sujet principal, que la réaction de M. Ntolo par rapport aux sorties, à la dernière sortie de Jean-Michel Nietzsche, cela va de soi. Il est dans son rôle, n'est-ce pas, M. Ntolo, de réagir, de dire même que tout ce que Jean-Michel Nietzsche a dit, il s'en mêle les pédales, qu'il dit n'importe quoi, mais vous attendiez à quoi? Qu'il dise, qu'il reconnaisse tous les faits décriés par Jean-Michel Nietzsche? Non, il ne va pas reconnaître ces faits, parce que lui, il est acteur, comme beaucoup d'autres acteurs dans son camp, partie prenante des dossiers, des chantiers de la CAN, où ils nous ont annoncé des choses qu'ils n'ont pas réalisées. Et c'est principalement ce que dénonce Jean-Michel Nietzsche. À ce jour, malgré les annonces multiples de retour de McGill et de début des travaux, il n'y a rien qui se passe au moment où je vous parle à Yaoundé. Il n'y a pas de travaux, aucun début de travaux, malgré tout ce qui a été annoncé. Ça ne vous parle pas, ça ne vous dit pas. Ça ne vous donne pas l'impression qu'en réalité, ce député est en avance. C'est-à-dire qu'il est à l'avant-garde sur ces différents dossiers, que ce soit le Covid, que ce soit les chantiers de la CAN. Comme nous suivons, je dis bien de près. Et on ne peut pas, en ce qui concerne le Covid que j'ajouterais, guette, malgré le fait qu'on n'est pas encore abouti dans ce dossier, avec les 12 dossiers susceptibles de revêtir des implications pénales, parce qu'il s'agit de malversation financière. Je voudrais dire que, et je l'ai toujours répété sur ce plateau, c'est un rapport important qui fait honneur au Cameroun, le rapport de la Chambre de compte. Cela montre que dans ce pays, il y a des institutions qui peuvent faire du bon travail. Malheureusement, au lieu que les Camerounais soutiennent ce travail, au lieu que les institutions au niveau le plus élevé aident ce rapport à être concrétisé, réalisé, à être appliqué, pour qu'on mette fin à ce dossier de Covid-Gate par rapport à tous les responsables qui ont été auteurs, et vous l'avez rappelé là, et c'est dans le rapport de la Chambre de compte, les surfacturations, et beaucoup d'autres agissements susceptibles de revêtir des implications pénales et qui n'aboutissent pas, ce n'est pas bon. Et je voudrais dire également que la réaction de M. Ntolo, il ne faut pas l'oublier, il réagit régulièrement, même sur les réseaux sociaux, lorsqu'il est interpellé ou lorsque des acteurs gouvernementaux sont interpellés sur le mauvais fonctionnement des chantiers de la CAN, sur le non-achèvement des travaux et notamment sur le cas du complexe Paul Biya. Parce que, il faut le dire, c'est comme ça que ça s'appelle, le complexe Paul Biya. Au Lendé, c'est dans le complexe Paul Biya. Le complexe n'existe pas. Le stade n'est pas achevé à ce jour. Malgré le fait que la CAN, on l'a déjà achevé. On n'est plus dans le dossier de la CAN qui a glissé et qui s'est déroulé. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire, ça fait mal quand je reviens là-dessus. En Côte d'Ivoire, on a le stade Alassane Ouattara. Et qui se bat pour chaque jour, pour que quand il y a un problème au niveau de la pelouse, quand il y a un petit manquement, qu'on l'arrange rapidement avant le début de la CAN de janvier 2024. Mais au Cameroun, on a même joué la CAN dans un chantier inachevé, dans un complexe inachevé, dans un stade qui n'est pas terminé jusqu'à ce jour. Et c'est le nom de Paul Biya. Ça aurait dû être le complexe Paul Biya, le stade Paul Biya. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que les acteurs gouvernementaux, les ministres concernés, ne parlent plus du complexe Paul Biya. Ils ne parlent plus du stade Paul Biya. Parce que c'est une honte. Et ma grande surprise, c'est les dernières décorations. Je le dis, je le redirai encore. Ce sont les médailles de la honte dont a parlé Jean-Michel Nietzsche. Nous pensons également que ce sont des médailles de la honte. Ils n'ont pas fait leur travail, ils ont eu des décorations.
Et ce n'est pas normal. Cela signifie que dans ce pays, on récompense les médiocres. On récompense des gens qui se mettent à l'écart des normes. On récompense des gens qui ne sont pas des modèles. On récompense le travail mal fait. On ne récompense pas l'effort. C'est très mauvais pour notre jeunesse, M. Fangwa. C'est un mauvais message que l'on adresse à notre jeunesse. Tchaka Yassa, je voudrais, peut-être pour qu'on soit plus précis, nous sommes là en face de deux tribunes. Une première qui est commise par Jean-Michel Nitieux, député de la Nation, qui a collecté un certain nombre d'informations. Je l'ai lu. Qui s'est appuyé également sur un certain nombre de sources, notamment la Chambre des comptes de la Cour suprême. Je l'ai lu aussi. Et il faut rappeler que Jean-Michel Nitieux, lorsqu'il parle du complexe sportif d'Olembe, il a déjà, à un moment donné, levé le lièvre sur les questions de la gestion des fonds Covid. Il était premier à monter au créneau pour dire que, attention, dans l'affaire de gestion des fonds Covid, il y a un problème. Et de toute évidence, la Chambre des comptes lui a donné raison en donnant un certain nombre d'informations qu'il avait déjà publiées. Donc on peut dire quand même que c'est quelqu'un qui a des sources d'informations assez importantes et qui publie régulièrement sur des questions en rapport avec ce type de scandale. Donc vous avez là d'un côté Jean-Michel Nitieux avec tout l'état des services qu'il vient d'écrire, et puis vous avez une autre tribune qui vient d'être commise par le professeur Tolo, qui lui également visiblement est très outillé, je veux dire, a beaucoup d'informations, parce qu'il faut rappeler, comme l'a dit tout à l'heure, il commet régulièrement des tribunes sur des sorties des ministres. D'ailleurs, je crois qu'il avait été le premier à révéler sur le plateau d'un concurrent que l'hôtel 5 étoiles est sous les gradins. Ouais. Alors, vous avez donc ces deux personnalités-là qui écrivent et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Quand vous regardez les deux tribunes, laquelle vous paraît plus proche de la réalité? Cela va de soi, M. Duval. Et d'ailleurs, j'ai un petit reproche à adresser à M. Edmond Kamgia. Je pensais que c'était aussi l'occasion pour lui de rendre justice à ma formation politique. Mais il n'est pas militant de votre parti politique. Pourquoi en tant qu'observateur objectif. Vous vous rappelez, en septembre 2020, nous avions manifesté pour 3 choses, dont le scandale lié à la Canguette. Nous avons tiré la sonnette d'alarme avant l'honorable Jean Nitieux. Nous avons demandé à nos militants de marcher pour protester, pour exiger que la lumière soit faite sur les détournements massifs liés à l'organisation de la CAN. Nous sommes sortis avant l'honorable Nitieux. Je ne le dis pas pour amoindrir le mérite de l'honorable Nitieux. C'est, à mon avis, aujourd'hui, c'est le meilleur parlementaire qui siège à l'hémicycle. Il n'est pas ce que certains journalistes appellent les politiciens qui vont là-bas pour applaudir. Les politiciens. Il y a les chiens de la politique, comme on dit les mercenaires, les chiens de guerre. C'est un politicien. C'est un néologisme. Tous les autres sont Nitieux. J'ai dit, M. Duval, l'honorable Nitieux, c'est un politicien au sens vrai du terme. C'est quelqu'un dont les états de service feraient pâlir 95% de politiciens camerounais. Alors, mais depuis qu'on discute, j'ai l'impression qu'il y a une subtilité qui soit vous a échappé, soit je n'arrive pas à bien comprendre le français. Avant d'y arriver, je vais vous dire ce que c'est que vous le savez, mais supposons que parmi vos téléspectateurs, il y en a ceux qui ne le savent pas. La chambre de compte, c'est comme un huissier de justice. Lorsque votre bailleur vient enlever la porte ou la toiture, vous amenez un huissier de justice qui constate que les dégâts ont été commis. Alors, dès lors que la chambre de compte dit qu'il y a eu détournement, c'est aussi vrai que le soleil se lève à l'est chaque jour. Ça veut dire qu'il y a effectivement eu détournement. Il appartient maintenant aux magistrats de l'ordre judiciaire de se saisir de l'affaire. De se saisir de l'affaire, de trouver qui est le coupable, de le poursuivre et de le sanctionner. Mais dès lors que
la chambre des comptes ou la cour de compte dit qu'il y a eu détournement, juridiquement, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas eu détournement. Non, mais il ne faut pas dire ça. C'est très dangereux ce que vous dites. Mais lorsque vous lisez en réalité la correspondance du professeur Tolo, le professeur Tolo n'est pas en train de défendre entièrement le gouvernement. Mais pourquoi ces gens-là, on les prend pas, on les met en prison une seule fois? Il y en a même ceux Après, qui sont morts en prison. vous êtes vraiment avocat? Il y en a qui sont morts même en prison dans le cadre de ce scandale-là. Qu'est-ce que vous Je peux vous racontez là? donner leur nom. En fait, il y a une bataille sourde entre deux clans. Le professeur Tolo est en train de dire que s'il y a eu détournement, C'est pas la tâche force. ces détournements ont eu lieu avant que la task force N'entre en scène. n'entre en scène. Oui. Je crois que c'est ce qu'il dit. Il est en train de dire que tous les errements qu'il y a eu, les malversations... Mais c'est un républicain qui il le dit. Tolo est un républicain. Tolo est en train de défendre le clan du SGPR. Pour dire, puisque la task force a été gérée par le SGPR, et Tolo est en train de dire que ce dont Nietzsche parle, ce sont des événements qui ont eu lieu avant je peux avoir la parole. de la task force. C'est le même français que nous avons étudié à l'école. Mais sauf que... Je peux. non, mais je vous ai laissé parler longuement. Souffrez à votre tour. Ne répondez pas à ça. Je vous ai donné la parole. Dire, me demander aujourd'hui de choisir entre la version de l'honorable Jean-Michel Niché, qui est quand même qui est l'un des politiciens les plus aimés du Cameroun, et la parole du professeur Tolo, c'est faire injure. Je dis c'est faire injure à des personnes comme le professeur Fogué, à Bibou Nissak, à Salomon Béas, à Awam Soumispa, qui ont été condamnés à 7 ans de prison parce qu'ils ont manifesté pour exiger que la lumière soit faite sur les détournements liés à l'organisation de la CAN. Demander à un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun de dire qu'il adhère à la thèse du professeur Tolo serait pour moi reconnaître, et à Dieu le plaise, serait de reconnaître que nous avons eu en septembre 700-800 personnes interpellées et jetées en prison parce qu'ils réclamaient que la lumière soit faite par rapport au détournement lié à la CAN. Vous parlez des marches du 22 septembre 2020. 22 septembre. Entre autres revendications, il n'y en avait que 3. Et la revendication qui nous intéresse aujourd'hui est les détournements qu'il y a eu autour de la CAN. C'est pour ça que nos militants sont sortis. En fait, s'il fallait remettre des médailles, ce serait aux Ça serait militants plutôt. Et je pense à mon ami politique Daguio qui est mort de choléra pour avoir exigé que la lumière soit faite sur ces détournements. Je suis surpris aujourd'hui que le gouvernement ne fasse pas amende honorable pour libérer nos camarades en leur disant qu'en fin de compte, la cour de compte, le juge des comptes, nous a forcé à ouvrir les yeux. Monsieur Duval, je vais sortir par une phrase simple. Vous savez, moi, je suis jaloux pour l'honorable Mott. Voilà des juges de compte qui passent des mois et des mois, des gens formés, qui prennent un rapport. Et la loi, nos lois disent qu'ils vont le lire à l'Assemblée nationale, ils vont le présenter au corps législatif. Et puis à la dernière seconde, on prive les parlementaires de la lecture de ce document. Et sur 180 députés que compte l'hémicycle, il n'y a que l'honorable Nietzsche qui s'en indigne. Moi, à la place de l'honorable Mott, malgré mon appartenance au régime de Biya, ne serait-ce que pour la fierté de mes électeurs, je me serais indigné du fait que ce rapport n'ait pas été présenté au corps législatif comme ça avait été annoncé et comme c'était prévu par la loi. Alors, professeur Diatio, non, je vais vous donner la parole après le professeur Diatio. Professeur Diatio, on a bien vu le schéma avec la construction des infrastructures de la CAN. On a confié le marché, la construction du stade, en tout cas du complexe, à un opérateur. On s'est rendu compte à un moment donné qu'il n'était pas en mesure de faire le travail. On a résilié le contrat. On a donné ce contrat à un autre opérateur. Et de toute évidence, il n'y a jamais eu aucun outil
pour savoir jusqu'à quel taux il avait réalisé le chantier, ce qu'il y avait à faire et ce qui restait à faire. Et aujourd'hui, on ne sait plus exactement combien on a dépensé dans ce complexe. Et le complexe n'est toujours pas achevé. On vient de voir que pour la route PK14 Boné-Poupa, on a entendu certains analystes dire qu'on s'achemine à peu près vers le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise tchadienne à qui on a confié la construction de cette route d'environ 32 km. Et aujourd'hui, on ne sait plus exactement ce qui se passe. On entend seulement dire qu'on aurait résilié le contrat parce que le ministre lui-même ne le dit pas de façon précise. En tout cas, quand vous lisez l'article de Cameroun Tribune de cette semaine là-dessus, ils disent des sources au MINTP disent que le contrat a été résilié. Bref, aujourd'hui, il y a une situation d'urgence. On apprend que on va engager des travaux en régie pour une partie, une section de cette route-là qui est d'environ 7 km. Et le délai d'exécution, c'est 1 mois. Alors, il y en a qui applaudissent en disant bravo, le MINTP a pris le taureau par les cornes. Et il y en a qui sont inquiets en se disant on est peut-être là dans le spectre du chantier de l'MB. Et vous dites quoi? Écoutez, je remercie d'abord Equinox d'avoir commis des reportages sur cette route de PK14, PK17. Parce que j'ai l'impression que si il n'y avait pas eu ces reportages pour montrer la réalité, n'est-ce pas, sur la souffrance des étudiants, sur la souffrance des riverains, sur les morts occasionnées par l'état calamiteux de cette route, probablement il n'y aurait pas cette réaction. Alors, dans le document du MINTP, on nous dit que les travaux vont être faits en régie. Alors, faire les travaux en régie sur des points critiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le travail de départ. C'est clair, ça. Ce n'est pas le travail de départ qui va être fait. C'est un contrat accessoire au contrat principal. Et ce contrat accessoire est un contrat en régie. Alors, le système de régie peut fonctionner de 2 façons. La première façon, on confie malgré tout le travail à l'entreprise qui avait gagné le marché. Mais dans un contrat accessoire, ça veut dire que ça ne concerne pas le contrat initial. Et ça signifie que l'entreprise va être payée en sus. Dans le cas d'espèce, c'est visiblement pas ça, puisque lorsque vous c'est le MINTP. Ou alors c'est le MINTP qui va... Non, c'est le MINTP avec des moyens propres. Qui va avec des moyens propres faire ce travail. Mais quand on dit MINTP avec les moyens propres, ça engage malgré tout les finances de l'État. C'est l'État. Parce que si nous disons tout simplement moyens propres, sans dire que ça engage malgré tout les finances d'État, on n'aura pas dit grand-chose. Ça veut dire que la facture va plutôt en augmentation, puisque le contrat principal reste. Et le contrat accessoire vient s'ajouter. Alors on nous dit que donc ça sera fait... Oui. Ça veut dire qu'on va revenir ici dans 3 mois, dans 6 mois, pour reposer le problème tel qu'on a posé sur l'MB. C'est-à-dire qu'on va dire où était la maquette de la route de Boné-Poupa. Est-ce qu'on a vu est-ce que le taux de réalisation est connu? C'est fort probable. C'est fort probable dans la mesure où il s'agit ici d'une exécution en urgence. C'est-à-dire, on veut permettre aux gens de circuler. Vous qui êtes expert en management, on salue cette réaction du MINTP ou pas? Ou bien vous estimez qu'il y a des nuances là, des précautions qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut saluer ou non la réaction du MINTP? Je dirais, bon, le MINTP a pris sur lui... Il s'est réveillé. Non, il a pris sur lui de faire un travail. Je crois que nous devons questionner dans notre pays l'existence du ministère des marchés publics et
l'existence du ministère des Travaux publics. En d'autres termes, nous avons vu le ministre des Travaux publics découvrir sur le terrain les entreprises qui avaient été choisies. Oui. Donc, ça pose un problème, ça pose le problème, n'est-ce pas, de la dichotomie entre le ministère des Marchés publics et celui des Travaux publics. Cette division dans notre pays pose un problème. Ça veut dire que au marché public, on peut choisir une entreprise sans forcément recueillir l'avis. Si ce n'est qu'un avis, ça me pose un problème. Parce que c'est l'ingénieur, n'est-ce pas, des travaux qui normalement devrait décider. Or, si c'est celui qui finance, qui décide, est-ce qu'il a la technique citée pour connaître si le bénéficiaire du marché est véritablement outillé ou pas? La question peut se poser. Et nous avons suffisamment de marchés mal exécutés pour dire que le ministère des Marchés publics n'a pas cette technicité, et parce qu'il n'a pas cette technicité, ils choisissent des entreprises qui ne sont pas outillées pour faire exécuter des marchés, et ces entreprises les exécutent mal. Alors, honorable Samuel Motte, nous sommes en droit, n'est-ce pas, de retenir cette hypothèse-là, à charge pour eux de nous apporter la preuve contraire. Alors, honorable Samuel Motte, on peut soupçonner, hein, on peut soupçonner les gouvernants ou les détenteurs du pouvoir ou les gestionnaires du crédit de mettre en place une manœuvre presque similaire pour toutes les opérations de projet. On a vu dans le cas de l'MB, on a lancé le marché, on a attribué le marché à une entreprise. Après, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. On a retiré, on a lancé les travaux en urgence. Oh non. Et le marché, c'était un gré à gré. Vous êtes vraiment dans une approche machiavélique de Et faire. après, on le voit avec, on l'a vu avec la pénétrante Est. Maintenant, on le voit avec PK14 Boniboupa. On a donné le marché à une entreprise qui commence à travailler. Et après, on se rend compte qu'il y a un problème. On suspend. D'abord, ce qu'on avait à faire, on dit qu'on fait d'abord un bandage. C'est des travaux d'urgence. Et finalement, on a l'impression que c'est le même schéma. Non. Je veux dire, quand vous... On est toujours dans les urgences. Non, mais écoutez... Vous êtes... Bon, c'est peut-être l'œil du journaliste qui vous amène à ça, ou alors l'œil de quelqu'un qui doit absolument penser, qui doit être en situation d'inquisition par rapport à tout ce qui s'est fait. Moi, j'ai rencontré assez souvent des membres du gouvernement. C'est des gens qui ont la pleine conscience des fonctions que le président de la République les confie. Il m'est arrivé souvent que le ministre Nganou Messi me reçoive dans son bureau. J'ai souvent trouvé quelqu'un qui a une préoccupation, mais assez profonde de la tâche qui est la sienne. Et les préoccupations qui est notamment la préoccupation principale qui est celui de participer au désenclavement et bassin agricole. Non, pas seulement de bassin agricole, mais vraiment de Cameroun dans sa plénitude. Mais il peut arriver, effectivement, j'ai compris que quand vous renvoyez à Olembe au Covid, ce qui vous intéresse, vous, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure. Mais on peut également, puisque j'ai entendu également que le professeur se préoccupe des problèmes de management, le professeur ne peut pas me dire de sa perception, à lui, on se préoccupe de ce qui marche, ce qui n'arrive pas à l'heure. L'objectif de la réunion toute récente dans laquelle on a donné des médailles répondait tout simplement à un objectif effectivement de sanction. La sanction, quand vous l'envisagez sur le plan du management, vous l'envisagez pas nécessairement en termes de punition. Vous pouvez également motiver, à travers un certain nombre de récompenses, l'ensemble des gens qui travaillent dans un projet quelconque. Mais pour revenir également à l'ensemble effectivement des accusations ou alors des révélations que nous attribuons aux uns ou aux autres, je voudrais seulement également là aussi vous rappeler que la mise en place de 180 milliards sur le Covid était précédée par un engagement ferme du gouvernement camerounais de dire qu'il y aura des audits en la matière. Et en réalité, quand vous regardez la chronologie même des événements, Jean-Michel n'a pas été celui, l'artificier qui a allumé la mèche la première fois.
Le gouvernement était au taquet en disant, une fois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites, on va auditer. Mais également, pour revenir aussi pour M. Ntolo, M. Ntolo, et c'est ça effectivement quand vous dites c'est un républicain qui parle, ce qui a été dit dans le premier et deuxième rapport de la Chambre des comptes, personne ne le remet en cause. C'est une institution spécialisée qui le dit, qui l'affirme, quitte, contrairement à ce que dit l'avocat sur le plateau, quitte à ce que ces gens-là, dans le cadre d'un pouvoir judiciaire, puissent trouver des arguments pour pouvoir dire qu'en réalité, la Chambre des comptes avait mal vu. Mais on ne peut pas dire qu'à partir du moment où la Chambre des comptes a dit effectivement qu'il y a quelque chose à vous reprocher, on considère que c'est scellé. Non, ça fera l'objet de quelque chose d'autre. Maintenant, sur la question des travaux en urgence. Vous êtes attendez, je reviens sur les... Attendez. Vous savez pourquoi et là également, pour terminer sur le Covid, effectivement, quand vous regardez le troisième rapport, malheureusement que personne ne veut regarder, en page 27, il y a effectivement des inscriptions qui ont tendance à penser que la task force a permis un certain nombre d'avancées en la matière. Si vous regardez par exemple ce qui est écrit en page 27, c'est ça tout simplement que Polo vous rappelle en disant que sur ce domaine-là, il y a quelque chose de positif qui a été écrit. Après maintenant, sur le problème d'urgence. Oui. On ne crée pas l'urgence. Tout ce qu'il a dit le professeur tout à l'heure sur la gestion des marchés publics au Cameroun, c'est une grosse préoccupation. Parce que très souvent, c'est des gens que vous analysez sur la base de quoi? Déjà, premièrement, dans un temps relativement court, et vous les analysez sur la base des dossiers, des documents qui vous amènent. Quand on dit, par exemple, attester de votre expérience dans tel ou tel domaine, qu'est-ce qu'on reçoit en récompense? C'est un papier quelque part qui aurait été signé par quelqu'un chez qui vous aurez travaillé. Les gens, j'ai l'impression, là également, que les gens n'ont pas nécessairement le temps pour pouvoir aller vérifier la nature même des travaux qui ont été exécutés, peut-être même la validité même des dossiers qui sont produits. Ce qui veut dire qu'il peut arriver effectivement que sur un ou deux marchés, que l'on puisse se planter. Dans le cas de ce qui s'est passé à la pénitente Est, le ministre Nganou Youmissi, effectivement, vous avez entendu, il considère qu'on n'a pas fait le bon choix. Du coup, on a résilié. Mais attendez, pourquoi toujours les urgences? Non, je vous dis tout simplement. Je rappelle que récemment, dans la dernière sortie du Premier ministre chef du gouvernement, il a encore ordonné les travaux en urgence. C'était 24 heures sur 24 la physionomie de Yaoundé qui, de son point de vue, est la vitrine du Cameroun. Travaux en urgence. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des urgences dans le cadre du tronçon Kribi-Lalobé? Est-ce que vous avez entendu qu'il y a des urgences sur la mise en place de l'autoroute Douala-Yaoundé? Même si là, évidemment, on peut estimer que les travaux traînent. Non, mais des urgences dans une autre phase. Est-ce que vous avez entendu, en réalité, sur le tronçon de la route Metim-Ioko-Lena de 100 km, vous avez entendu des urgences? La liste est longue. L'ensemble des chantiers qui ont été engagés au cours de ces 10 dernières années, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a 2 ou 3 choix, effectivement, qui ne sont pas convenables de notre point de vue aujourd'hui, et que, tel que c'est établi par les faits, on ne peut pas dire que tout se fait dans l'urgence. Dans le cadre du même tronçon, de la même route, parce qu'en réalité, en plus, je crois que vous avez oublié sur une Cameroun. Cette route-là, elle va prioritairement chez moi. Dans le cadre, effectivement, de ce tracé, est-ce que vous ne pouvez pas remarquer qu'aujourd'hui, on a fait un choix adéquat sur le tronçon qui concerne Boné-Popa, Yabassi. Ça a été fait. Mais il peut arriver comme ça, sur les 20 chantiers qui ont été lancés par ce ministre parce qu'il veut aller très vite, qui peut arriver 2 ou 3 endroits, effectivement, où on s'est loupé dans le choix. Et contrairement, il voudrait également... Non, c'est pas des chiffres. La liste est longue. Je vous promets toute votre émission, rien que pour énumérer. Mais oui, vous pouvez donner le temps pour pouvoir le Non, mais pas seulement 3 Écoutez, il y a une étude de chantier qui est lancée aujourd'hui, pour lequel on a une certaine satisfaction à voir effectivement que les travaux sont arrivés à leur terme. Pour le problème de choix que vous avez évoqué tout à l'heure, mais là également, vous allez voir que c'est une préoccupation du gouvernement, parce qu'on a envisagé tous les scénarios possibles. Premièrement, on a vu que pendant une certaine période, c'est le maître d'ouvrage qui lançait les appels d'offres.
Hein? On a dit effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui veulent en profiter. On va créer un ministère de marché public. Et à partir d'un certain niveau d'appel d'offres, attendez, vous voulez l'information, vous voulez me couper la parole. À partir d'un certain niveau d'investissement, il a soulevé un problème, je réponds. Non, mais il y a une information qui a été donnée dans le plateau qui me donne une certaine interprétation. Parce que ce développement sur le marché public, vous l'avez déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas là il y a 2 semaines. Bon. Très bien. Ce que je voulais vous dire par là. On a envisagé à un moment donné qu'effectivement c'est le ministère des marchés publics qui le passerait. Mais aujourd'hui, on est encore revenu à un autre schéma. Qu'on peut vous dire quoi? Sur ce nouveau schéma-là également, il n'est pas exclu que sur 2 ou 3 chances que l'on puisse se planter. On est sans cesse à la recherche des outils qui nous permettront d'avancer rapidement et sereinement. Donc on s'est trompé sur ces 2 choix-là, mais ça ne veut pas dire que tous les autres chantiers, il y a une vingtaine au total qui ont été lancés. Au cours de ces 10 dernières années, c'est des projets également qui ont marché. Edmond Kamgia, je parlais tout à l'heure du Premier ministre chef du gouvernement, qui a fait une sortie récemment et qui est exaspéré par l'état de la ville de Yaoundé. Il a d'ailleurs prescrit des travaux en urgence. Quand vous parcourez le tweet qui a été fait par le Premier ministre chef du gouvernement, on lit la colère. Hein, il dit qu'il veut plus de routes, des routes en bon état. Bref, il estime que Yaoundé, tel qu'elle se présente, ça n'honore pas le Cameroun. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est où sont les ministres en charge, justement, de la gestion de ces questions-là? Est-ce que vous avez le sentiment que ces ministres-là, véritablement, font le travail pour lequel ils sont attendus? Est-ce que ça suffit pour le Premier ministre de crier sa colère? Est-ce qu'il ne faudrait pas monter d'un cran pour qu'effectivement, ces ministres-là, qui pour la plupart sont beaucoup plus occupés à se battre dans leur village pour un certain nombre de choses, puissent effectivement occuper leur bureau, y rester, travailler, pour qu'on voit comment la ville, qu'on voit comment le pays change? D'abord, je m'interroge sur le but de cette sortie du Premier ministre chef du gouvernement. Il a souvent été effacé, on ne l'a pas beaucoup vu en scène depuis quelques années. Sinon, lorsqu'il descend sur le terrain, si c'est le nord-ouest et le sud-ouest, c'est pour annoncer la paix, la réconciliation entre les peuples. Et moi, je me pose des questions. Parce qu'il ne suffit pas de faire un poste, de dire il faut faire ceci. Il faut agir. Le Premier ministre doit se rappeler qu'il est le chef du gouvernement. Sauf s'il a oublié qu'il est chef du gouvernement. Parce qu'il est Premier ministre chef du gouvernement. C'est lui le coordonnateur de l'action gouvernementale. C'est lui le patron du gouvernement. Mais à quoi sert le conseil de cabinet? Il me semble que c'est au conseil de cabinet qu'on débat secteur par secteur. C'est-à-dire les chefs des départements ministériels, chacun dans son domaine, en termes de priorité gouvernementale, le Premier ministre a l'œil dessus. Ce n'est pas dans un poste qu'il devrait le faire. À la limite même, je me rappelle, dans ce pays, pendant les années de Brest, en 1991, on a eu un Premier ministre, vraiment, qui a montré un peu à sa manière. Il était du RDPC en 91, M. Ayatou. Il avait un porte-parole tous les vendredis. Il y avait la communication gouvernementale hebdomadaire chaque vendredi. Et vous savez qui était son porte-parole? Il a été ministre dans plusieurs gouvernements dans ce pays. Moukokom Bonjo, le professeur Moukokom Bonjo. C'était lui le porte-parole du Premier ministre Ayatou en 91. La presse savait que nous pouvions arriver à la primature et écouter le point de presse. Et quand il y avait des questions pertinentes, le professeur Moukokom Bonjo demandait aux journalistes de poser des questions. Donc la presse, en général, à cette époque, avait la primeur, notamment la presse écrite. Parce qu'à l'époque, il y avait que la CTV, qui est l'initiative, il n'y avait pas encore l'audiovisuel dans le privé, qui est venu après les années 2000. Mais au moins, on sentait une certaine communication gouvernementale, qui n'est plus ce que nous connaissons aujourd'hui. Curieusement, plus on avance, plus la communication gouvernementale est rétrograde. Je dis bien rétrograde. Oui, le Premier ministre lui-même a indiqué, je crois dans une autre sortie, qu'il faut effectivement que le gouvernement communique, qu'au-delà du travail, il faut communiquer. Et je vais terminer, s'il te plaît, en quelques secondes, pour dire qu'en réalité,
avec tout ce qu'on appelle des travaux d'urgence là, finalement, qu'est-ce qu'on veut? On a des plans d'urgence, on a des travaux d'urgence. On a le plan triennal spécial d'urgence. Est-ce que c'est dans ces plans d'urgence, ces travaux d'urgence qu'on va atteindre l'émergence en 2035? J'ai dit non. Parce que l'émergence, c'est une vision. Alors, ISETAC, Institut supérieur évangélique des technologies appliquées et de gestion supérieure du Collège La Conquête, innove en vous offrant, en plus des formations en BTS HND, des formations portuaires et maritimes, en partenariat avec des universités.